Un plan de relance de l'immobilier est nécessaire. C'est le point de vue de Philippe Taboret, directeur général adjoint du courtier CAFPI. Bonjour Philippe. Bonjour David. Ça va? Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on voit en termes de crédit immobilier? On voit qu'il y en a moins sur ces derniers mois et ce n'est pas une surprise. Évidemment, vu le confinement, le Covid et post-confinement. Mais quand on lit ce que nous dit la Banque de France, et ça ne vous a pas échappé, ça ne va même pas plus que ça la Banque de France, hein. À tort ou à raison? Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est ça? Bon, alors question suivante. Non, sérieusement alors. Non, c'est pas sérieux d'approcher les statistiques du premier trimestre comme étant quelque chose de définitif. On sait très bien que de janvier, février, mars, on a juste 15 jours de confinement là-dedans. Absolument, et on savait qu'on avait un début d'année qui était très bon, qui était à l'image de l'année 2019. Donc, en définitive, il faut attendre les résultats au deuxième semestre et on va voir effectivement deuxième trimestre. S'effondrer la production et on aura un vrai bilan de la situation. Ouais, sur le premier trimestre, si la production de crédit immobilier s'est calmée, c'est parce qu'il y a eu les 15 jours du confinement. Il y a aussi eu les banques qui appliquent à la lettre les recommandations du HCSF au Conseil de stabilité financière, présidé notamment par Bruno Le Maire. On a vu à l'époque, c'était au mois de novembre, je crois, au mois de novembre. François Villeroy-de-Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui était venu sur ce plateau en faire le service après-vente. Il a dit les banques, elles vont suivre. Hein. C'est ça, donc il a fallu le mois de décembre pour le mettre en place, une annonce au mois de janvier même de Villeroy-de-Galhau pour dire aux banques que si elles n'appliquaient pas, elles allaient être punies. Donc effectivement, les banques se sont mis au diapason et à partir de, on va dire, février, là, l'application des règles a été stricte. Ouais. Mais la Banque de France nous dit en gros retour à la normale en juillet. On la croit sur parole ou je vous sens un peu sceptique? Oui, très très sceptique, parce qu'en définitive, si on analyse un peu les cycles de production, et quand on analyse les cycles de production, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la demande. La demande et comment aboutit cette demande. Ce n'est pas tant les signatures, puisque les signatures sont des opérations qui ont disent, 3, 4, 6 mois. Les agents disent qu'il y a une appétence, ça évidemment. Visite, les gens achètent. On a eu un creux total de 2 mois, on va dire. Hein, mi-mars, mi-mai, il n'y a plus rien qui s'est passé, on ne pouvait pas visiter, on ne pouvait pas signer de promesse de vente, on ne pouvait rien faire. Donc il y a eu un creux absolu. Et on a un déconfinement qui a précipité effectivement la reprise. Tous les gens qui attendaient sont venus effectivement taper à la porte pour pouvoir enfin signer une promesse de vente ou signer un crédit. Donc effectivement, on a un effet reprise qui est là, qui est présent. On est aujourd'hui à 100% de l'activité que nous avions avant Covid. Donc super. On est à 100% de l'activité, mais il nous manque 2 mois dans l'activité. Et on a l'effet de ce bouchon qui s'est décoincé. Maintenant, on va arriver dans cette deuxième phase, donc, qui consiste à analyser ce qui va être fait réellement. Parce que la demande, c'est bien. Est-ce que cette demande aboutit? Et on s'aperçoit qu'on a une hausse qui augmente chaque semaine, chaque mois. Une hausse de quoi? Des refus de crédit. Ah. Parce qu'on parle beaucoup des hausses de taux de crédit, on va parler des refus, mais sur les taux de crédit, on entend partout dans la presse, ça monte. C'est quand même pas si excessif que ça, non? Non, c'est très limité, puisqu'on a grosso modo en moyenne gagné 0,15 de taux d'intérêt, augmenté de 0,15 en moyenne, et c'était légitime de le faire, puisqu'il fallait retrouver, d'ailleurs ça faisait partie des consignes du HCSF, que de gagner un peu d'argent, où les banquiers devaient mettre un peu de marge sur leur crédit. Donc rien de rédhibitoire, rien d'excessif. 15 à 20 sur 20 ans, c'est extrêmement bas. Ça reste des taux extrêmement bas. Donc le vrai sujet, c'est plus Et les taux vont rester bas en plus sur le long de l'année, puisqu'il n'y a pas de raison que la croissance, l'inflation reviennent et puis que la Banque centrale change de politique. Donc on est assez stable et tranquille. Donc le vrai sujet dont on parle moins, peut-être, c'est le taux de rejet. C'est l'accès au crédit. Le taux de rejet des crédits IMO parce que les banques se concentrent sur les meilleurs profils? Elle se concentre sur le meilleur profil, bien évidemment. On a des chiffres sur le taux de rejet des crédits immobiliers? Alors pour l'instant, on n'a pas assez de recul, puisqu'en définitive, entre février et maintenant, il n'y a pas assez de mois de recul pour voir qu'est-ce qui est sorti réellement. Mais on a déjà une courbe qui est en train de baisser. On est, nous, à 15% de refus. Qui baisse, c'est-à-dire qui baisse? Qui est en train de baisser. La courbe des rejets? Des rejets de crédit. On a de moins en moins d'accords. Donc non, la courbe des rejets, elle augmente. Il y a de plus en plus de rejets. C'est ça, oui, absolument. La courbe ou de moins en moins de gens qui ont un crédit. De moins en moins d'accords de crédit, qui fait qu'en définitive, la résultante de tout ça, c'est bien le nombre d'opérations qui vont se signer. Et ça, on va en avoir les effets durant cet été à la rentrée. On pourra avoir des chiffres qui montreront qu'effectivement, la chute de production va être sur l'année 2020 dans son ensemble de 25 à 30% d'activité, et non pas seulement cette petite perte de 2 mois d'activité comme le prêt à la Banque de France. C'est comme on faisait un sujet hier sur le secteur auto, pardon de faire la comparaison, 20 ou 30% aussi, mais ça rebondit après derrière en 2021. Comment ça peut rebondir? À partir du moment où on dégoûte les gens. Si effectivement on n'a plus le droit d'emprunter en France, en tout cas qu'une grande partie des emprunteurs est exclue de l'accès au crédit. Là j'entendais précédemment qu'il faut, pour relancer une économie, permettre à la reprise de la consommation.
Alors, moi, je veux bien qu'on finance et qu'on aide les entreprises, mais s'il n'y a pas de consommateurs pour acheter, ça sert à quoi? Donc, on refuse le financement de l'immobilier qui entraîne toute une chaîne, la chaîne du logement, la transaction, la construction, l'équipement. Comment on va faire si effectivement les gens ne peuvent plus aller vers l'accès au crédit? Il y a des choses qui ont été faites. J'ai vu que c'est votre grand cheval de bataille, le taux d'usure. Certains étaient exclus. C'est la deuxième chose, ça. Au-delà des critères, 33%. Taux d'usure, taux maximum auquel les banques peuvent prêter. Oui. Ce taux est remonté un petit peu, justement, ça date d'il y a quelques jours, je crois que c'est cette semaine. Oui, sur le deuxième trimestre. Oui. C'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Oui, mais on est sur des pylônes, on est à 0,04 ou 0,6 suivant les durées. Jamais content. Mais jamais content, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Aujourd'hui, on est sur des taux d'usure qui sont aux alentours des 2,5%. Encore une fois, c'est suivant le critère et la durée. 2,5% quand on sait qu'on doit... Allez, les banques sont à 1,30 environ sur 20 ans. Prenons le 20 ans qui est la durée la plus utilisée. Et encore pas pour les profils à risque, entre guillemets, pour les profils atypiques. Oui, dès qu'on a un peu de risque en plus, on va augmenter ce taux. C'est là où on va vite se taper sur le... Oui, et si on a de l'assurance avec un problème de santé, si on a effectivement des frais de garantie ou autre, parce qu'il faut apporter un gage en plus, etc., imposé par le contrat de crédit, ça rentre dans le TEG et ça fait exploser le taux d'usure. Donc là, c'est même pas que la banque ne veut pas prêter. Et dans tous ces problèmes, les banquiers voudraient prêter. Les gens sont solvables, mais on leur interdit cet accès. Donc, ce que vous demandez, Philippe Taboret, vous demandez au gouvernement de s'asseoir en fait sur les recommandations du HCSF. Sauf oui, que au moins de les suspendre. C'est présidé par Bruno Le Maire. Absolument. Qui, au moment où on se parle, est encore ministre de l'économie. Ministre de l'économie qui veut relancer l'économie, il faut qu'il suspende ces critères, au moins momentanément. On verra après si effectivement les affaires reprennent. Quels critères? Les critères de 33% d'endettement, puisqu'en fait, ce n'est pas applicable à tout le monde. On n'endette pas tout le monde à 33%. Quelqu'un qui est à risque ou avec des petits revenus, on va l'endetter à 25, ça suffira, ou 30. Par contre, quelqu'un qui a des gros revenus ou de gros moyens, gros apports, il peut aller jusqu'à 37, 38. Pourquoi l'empêcher de pouvoir emprunter sur une plus courte durée? Pourquoi une toise? Voilà, ça n'existe pas. On fait du sur-mesure. Les banquiers ne prennent pas de risque en France sur les crédits. On prête aux personnes. Donc on a le taux de contentieux ou d'impayé le plus faible en Europe. Donc je ne vois pas pourquoi on va rajouter des contrats. Et sur 25 ans? 25 ans, diront pas plus de 25 ans. 25 ans, comment on fait? À des taux à 1%, pourquoi on ne prête pas à 30 ans? Les jeunes ont le droit à accéder à la propriété, mais s'ils n'ont pas d'apport... Parce que le coût du crédit coûte cher, après, il est mignon. Mais ça ne coûte rien, 1%. Ça coûte moins cher qu'il y a 15 ans, quand les crédits à 15 ans... Mais oui. Quand les crédits à 15 ans étaient à 3 ou 4, c'est ça? Exactement. Donc, en définitive, c'est un faux problème. Et puis, on ne garde pas un crédit 30 ans. On va le rembourser au bout de 7-8 ans. Donc, en définitive, c'était une façon de monter la première marche de l'accession à la propriété. Donc, critères HCSF à suspendre, au moins momentanément, voir si effectivement ils ont un sens réel. Deuxième chose... Peut-être que je vous coupe, il faudra attendre les données en dur, de voir que la production de crédit va s'effondrer pour que... oui, mais il sera peut-être déjà trop tard. Nous, on alerte, parce que c'est une réalité qu'on peut constater dans notre production. Venez voir, on envoie des études, on envoie des exemples, etc. Et la porte est close. C'est bien dommage de ne pas écouter les professionnels de terrain. Toutes les fédérations aujourd'hui le disent. Les fédérations des agents immobiliers, les fédérations des constructeurs, des promoteurs immobiliers et des notaires. Les notaires. Promoteurs nous parlent, j'ai vu 100 000 logements neufs de moins cette année. Bien sûr. Quand on parle de pénurie de logements, on en a... Alors il y a d'autres causes, les élections, etc. Oui, mais au final, s'il n'y a pas de clients pour acheter, ils ne vont pas lancer de nouveaux programmes, c'est évident. Et aujourd'hui, c'est la restriction du nombre d'acheteurs potentiels qui fait que toute la chaîne est bloquée. Il faut un plan de relance, à vous écouter, du secteur de l'immobilier. On a vu des plans de relance pour beaucoup de secteurs. Pour l'immobilier, pour l'instant, on n'entend rien. Absolument, on n'entend rien, même si de Normandie, notre ministre, lui, s'y intéresse fortement. On sait que le ministère des Finances est un peu plus réticent à cela. Je crois qu'il faut agir en deux temps. La première chose, suspendre ces contraintes. Deuxième temps, relancer l'immobilier. Donc revisiter le prêt à taux zéro, qui est un outil pour relancer la dynamique de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a? Il a été trop ratiboisé? Il a été ratiboisé de moitié sur certaines zones. Et il faut dézoner aujourd'hui, en tout cas rezoner, on va dire, même si les zones peuvent être mises en cause très très largement, et puis de lui redonner son potentiel, voire le 2P, c'est 40% de l'opération, on l'a baissé à 20% pour certaines zones, il faudra peut-être le 2P, même si c'est momentané, pour effectivement relancer la construction de logements. Les constructeurs de maisons individuelles sont en grande inquiétude en ce moment pour leur avenir. C'est des entreprises qui vont déposer des bilans, c'est des chômeurs en plus, c'est catastrophique. Donc élargir le prêt à taux zéro, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez parlé du Pinel, c'est ça? L'APL, nous, alors moi je reviens sur un vieux combat, on a enlevé l'APL accession alors qu'elle coûte moins cher que l'APL location. Je n'ai pas compris la mécanique, on ne m'a jamais expliqué pourquoi on avait retiré cette APL accession. Et sur des clientèles fragiles, cette APL accession est nécessaire. Ils ont aussi le droit dans l'achat ou autre d'acheter. Il n'y a pas de raison qu'on les en prive. Et par contre, ils ont besoin d'être sécurisés par une aide de l'État. Le Pinel pour l'investisseur locatif, parce que quand on limite à 33% ou la durée,
quand on fait un investissement pierre, on a besoin de l'effet de levier du crédit. Si on limite et qu'on contraint, l'effet de levier est moins intéressant, parce que l'emprunteur ou l'acheteur veut avoir un loyer qui va s'équilibrer le plus possible avec le crédit qu'il va payer, le loyer de l'autre côté. Donc si on contraint cela, on aura moins d'investisseurs. Donc toute l'économie qui est injectée par le privé dans la construction de logements neufs destinés à la location diminue. Cette année, on est à 11% de notre activité sur les investisseurs locatifs, le financement d'investissement locatif, alors que normalement, on tourne à 15 à 16%. Bon, donc pour vous, un plan de relance de l'immobilier au sens large. Et pourquoi pas revoir les frais de notaire aussi, puisque depuis le temps qu'on en parle. Les droits de mutation. Les droits de mutation devaient être modifiés au mois de juillet, à la marge. C'était déjà reporté au mois de janvier, ce qui est bien dommage, mais on peut le comprendre avec le confinement. Pour autant, peut-être c'est le temps qui nous reste pour revisiter ça. On est les taux de mutation, droits de mutation les plus chers en Europe. Il y a un moment, il faudra bien s'attaquer à ça. Si on fait rien, selon vous, les 20 ou 30% de baisse de transactions dans le secteur ne seront pas rattrapés par la magie du Saint-Esprit en 2021? Ça n'existera pas et je pense que si on ne fait rien avant la fin de l'année, le marché 2021 va être plombé, gravement plombé, ce qui va créer effectivement une perte de recettes fiscales pour l'État. Monsieur le maire devrait comprendre que ces rentrées vont être amoindries par le nombre de transactions en moins et puis bien sûr beaucoup de chômage. Donc je crois que c'est un problème politique et ce n'est pas effectivement des organes. Alors je comprends que le HCSF ou la Banque de France puissent vouloir protéger le système bancaire. C'est ça, le point de départ, ça, je me rappelle, il me l'avait dit, le gouverneur. Bien sûr que c'est nos objectifs, mais il faut regarder un peu plus large. Ça pourrait être beaucoup plus catastrophique pour le système bancaire si on laissait l'économie s'effondrer. Cri d'alarme donc signé Philippe Taboret, directeur général adjoint du courtier CAFPI. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, David.